Cours, électricité d'entretien, industriel, explication et présentation par Rothman Gabardi. Information sur le métier, définition du métier d'électricien, de maintenance, industriel. Normes et règlements. Comme vous le savez tous et comme on l'a déjà vu dans l'article. Danger de l'électricité et prévention. Les machines électriques tournantes. Le but assigné à une machine électrique tournante est une transformation de l'énergie mécanique en énergie électrique et vice-versa. On va voir les dangers et les menaces que toute personne peut rencontrer, et spécialement nos chers électriciens. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez aussi apprendre les mesures préventives à prendre avant tout risque et même les mesures de sauvetage après un accident électrique. Transformateur électrique, rôle et processus. Découvrez dans cet article le rôle, le fonctionnement et l'utilisation du transformateur électrique. Cet article traite les procédés de démarrage des moteurs asynchrones triphasés, le branchement du moteur, les avantages et les inconvénients de chaque procédé. Définition du métier d'électricien, de maintenance, industriel. L'électricien de maintenance industrielle est un technicien. Il sera employé pour effectuer des travaux de maintenance. Dans les cadres des entreprises industrielles, installer des canalisations électriques conducteurs, boîtes et accessoires, installer et entretenir des équipements industriels luminaires, machines tournantes, transformateurs, circuits de signalisation, circuits pneumatiques et hydrauliques, et son champ d'intervention donc est assez large. L'électricien de maintenance industrielle travaille en principe en équipe sous l'autorité d'un chef responsable du groupe de maintenance. Hydraulique et son champ d'intervention donc est assez large. À l'intérieur des locaux, ces ouvriers travaillent dans des positions incommodes, soit penchés, accroupis, sur des échelles ou sur des échafaudages. Leur travail comporte aussi de risques d'accidents et de blessures. Réception de l'information relative au métier et à la formation. La connaissance du métier et de la formation représente une source de motivation importante pour le stagiaire en regard de son projet de formation. Afin d'éviter de fausses attentes, il est primordial pour le stagiaire d'obtenir une vue réaliste et objective sur l'état des choses. Pour répondre à toutes ces questions concernant le choix d'orientation professionnelle, il faut lui assurer les conditions convenables de réceptivité d'informations, organiser des rencontres avec des professionnels du métier qui peuvent créer un intérêt approfondi, créer un climat favorable de dialogue entre les professionnels et les stagiaires qui va augmenter la concentration sur les problèmes discutés, utiliser les supports audiovisuels qui vont stimuler l'attention des stagiaires et faciliter la perception de l'information, diviser les stagiaires en groupes de discussion dans lesquels ils auront l'avantage de communiquer son point de vue et écouter celui des autres. Veiller sur le bien-être physique et psychologique des stagiaires. Repérage de l'information. En lisant l'objectif de ce module, on remarque l'importance accordée à la recherche d'informations. Pour s'informer, il faut avant tout savoir ce que l'on recherche et après déterminer où et comment chercher les renseignements dont on a besoin. La réponse à la question « on recherche quoi » amène à l'élaboration d'un plan de recherche dans lequel on discerne les points importants. Il est très utile de les ranger selon leur subordination dans le problème pour pouvoir se concentrer sur les points à retenir. Une fois les points notés, il faut trouver une manière simple de prendre des notes. Par exemple, on peut utiliser un cahier dans lequel attribuer un nombre de pages dûment marqué à chaque question du plan élaboré. Le plan va aider le stagiaire plus tard dans l'élaboration du rapport car la manière de présenter et de structurer les notes déjà peut être répétée dans la préparation du rapport. 1. 4. Moyen de recherche d'information. Le moyen, le plus ancien, de s'informer et de passer de porte en porte et de poser les questions. Sans le nier directement, il faut tout de suite remarquer que cette façon de faire prend beaucoup de temps. Dans le siècle de Tim Monet, on aime procéder par des moyens plus rapides. Pour recueillir rapidement de l'information, on vous suggère quelques moyens. Lecture. Louisiane lecture est un moyen de recueillir des renseignements puisqu'on peut lire à son rythme, lentement ou rapidement selon le sujet. On peut aussi écrire des notes et prendre le temps de réfléchir. On peut lire des articles et des annonces dans les journaux et des revues, des ouvrages spécialisés en électricité de maintenance industrielle. Observation et critique constructive. L'observation permet de voir d'autres aspects de la réalité, radio, télévision, Internet, cassettes vidéo, visite d'atelier.
Examiner une situation ou un document d'une façon critique, c'est exercer son jugement et chercher à retirer le maximum d'informations de ce qui se présente à vous. Cette attitude critique doit être adoptée face aux informations et au contenu des documents qui seront donnés, en regardant un film et même en centre de formation au terme du programme de formation de la filière. Car les employeurs d'aujourd'hui cherchent des techniciens capables de porter un jugement critique sur le travail qu'ils font et qui n'hésiteront pas à suggérer des solutions intelligentes aux problèmes qui se présentent. Les techniciens doivent donc non seulement maintenir une attitude critique concernant leur travail, mais doivent également être en mesure de recevoir et de transmettre l'information en communiquant efficacement avec les divers intervenants du milieu dans lequel ils évoluent. Communication des rencontres avec des spécialistes du secteur électrique et plus particulièrement avec des anciens stagiaires actuellement en exercice dans des entreprises, vous permettront de saisir de nouvelles facettes du métier. Par ailleurs, pour conserver les informations, on peut utiliser quelques moyennes pratiques, soit, petit carré noir, lire une première fois le texte afin d'en prendre connaissance et une deuxième fois pour bien comprendre les idées nouvelles. Petit carré noir, prendre un stylo marqueur pour mettre en évidence ce qui vous semble important dans le texte. Ceci vous aidera à retrouver rapidement les informations. Petit carré noir. Écrire des remarques en marge. Petit carré noir, faire des résumés. Définition des termes tâches. On appelle des tâches les actions qui correspondent aux activités principales à accomplir dans la profession. Elles ont généralement un effet direct et mesurable sur les produits ou les résultats du travail. Elles sont le quoi du métier. Opérations. Les opérations sont les actions qui décrivent les phases de réalisation d'une tâche. Elles correspondent aux étapes des tâches. Elles sont reliées surtout aux méthodes et aux techniques utilisées et aux habitudes de travail existantes. Elles permettent d'illustrer surtout des processus de travail. C'est le comment de chaque tâche. Sous-opérations. Les sous-opérations sont des actions qui décrivent les éléments d'une opération. Elles correspondent aux sous-étapes d'une tâche. Elles permettent d'illustrer les détails du travail. Exemple de quelques tâches relatives au métier de l'électricien de maintenance. Exemple à interpréter des plans, des schémas et des devis identifiés sur des plans, des symboles. Reconnaître les différents symboles identifiés sur les plans, des organes et des éléments, des dimensions, des jeux et des tolérances, des composants électriques, électroniques, pneumatiques, électropneumatiques et hydrauliques et électrohydrauliques. Reconnaître les éléments et les organes de machine. Interpréter les schémas de base électriques, électroniques, pneumatiques, électropneumatiques, hydrauliques, électrohydrauliques. Décrire le fonctionnement des schémas de base. Recueillir l'information dans un devis. Chercher de l'information dans des devis. Reconnaître les termes techniques. Exemple 2. Installer et raccorder des commandes à très basse tension. Interpréter le plan et utiliser le devis. Distinguer les différents types de commandes et de relais et leurs usages. Repérer les renseignements inclus dans les normes liées à l'installation de commandes à basse tension qui sont fournis dans les tableaux, les sections, les articles et les définitions. Déterminer les principaux symboles et composants d'un plan d'installation de commandes à très basse tension. Planifier l'installation. Utiliser les notions d'analyse de circuit nécessaires à l'installation de commandes à très basse tension. Tracer des croquis et des schémas électriques d'installation de commandes à très basse tension. Préparer l'équipement, l'outillage et le matériel. Fixer les boîtes et les relais. Décrire les techniques de fixation des boîtes et des relais. Installer les canalisations. Associer les divers types de conducteurs aux diverses commandes. Décrire les méthodes d'installation des conducteurs de commandes à très basse tension. Effectuer les raccordements électriques. Décrire les méthodes de raccordement des diverses commandes. Fixer les dispositifs et vérifier leur fonctionnement. Décrire les techniques de fixation des divers dispositifs. Mettre des systèmes de commande sous tension. Entretenir des circuits de commande à très basse tension. Décrire les méthodes d'entretien des circuits de commande à très basse tension. Ranger et nettoyer. Consigner les interventions. Exemple 3. Installer et entretenir des transformateurs. Interpréter le plan et utiliser le devis. Reconnaître les différents types de transformateurs, leurs composants et leurs matériaux de fabrication.
Discerner les risques possibles pour l'environnement associés aux matières utilisées dans la fabrication des transformateurs. Distinguer les caractéristiques électriques des transformateurs monophasés et triphasés, à vide et en charge. Repérer les renseignements des normes en vigueur liées à l'installation des transformateurs. Déterminer les principaux symboles et composants d'un plan d'installation de transformateurs. Planifier les installations. Utiliser les notions d'analyse de circuits monophasés et triphasés nécessaires à l'installation des transformateurs. Déterminer la section des conducteurs utilisés en fonction de la charge raccordée. Reconnaître les éléments de protection contre la surintensité nécessaires pour l'installation de transformateurs. Préparer l'équipement, l'outillage et le matériel. Discerner les mesures de protection individuelles et collectives applicables avant l'installation de transformateurs. Distinguer les règles de sécurité à respecter pour la manutention de transformateurs. Localiser et fixer les transformateurs. Décrire les méthodes de fixation des transformateurs. Effectuer les raccordements électriques. Vérifier la polarité des transformateurs. Reconnaître les divers types de raccordement de transformateurs. Décrire les méthodes de raccordement des transformateurs, de la charge et des conducteurs de mise à la terre. Effectuer des raccordements de conducteurs de la mise à la terre à l'aide de la méthode de soudage. Vérifier le fonctionnement maître des transformateurs sous tension. Entretenir les transformateurs. Décrire les méthodes d'entretien des transformateurs. Ranger et nettoyer. Consigner les interventions. Exemple 4. Installer et dépanner des moteurs et des génératrices à courant alternatif et leurs dispositifs de commande. Interpréter les directives, les plans et les manuels techniques. Distinguer les types de moteurs et de génératrices à courant alternatif. Reconnaître les composants des machines rotatives et des génératrices à courant alternatif. Expliquer le fonctionnement des moteurs et des génératrices à courant alternatif. Interpréter les renseignements inscrits sur la plaque signalétique d'un moteur et d'une génératrice à courant alternatif. Expliquer le fonctionnement de différents dispositifs de commande de moteurs et de génératrices à courant alternatif. Reconnaître les dispositifs de protection des moteurs et des génératrices à courant alternatif. Repérer les normes en vigueur liées aux moteurs, aux génératrices et à leurs dispositifs de commande. Reconnaître dans des plans les symboles de moteurs, de génératrices à courant alternatif et leurs dispositifs de commande. Planifier l'installation. Installer des moteurs, des génératrices à courant alternatif et leurs dispositifs de commande. Expliquer les méthodes d'installation 4 Vérifier le fonctionnement. Poser un diagnostic. Distinguer les sources de problèmes dans un dispositif de commande de moteur ou de génératrice à courant alternatif. Dépanner des moteurs, des génératrices à courant alternatif et leurs dispositifs de commande. Sélectionner les composants de remplacement. Ranger et nettoyer. Consigner les interventions. Poste de travail. On appelle poste de travail l'aménagement particulier d'un lieu permettant l'accomplissement de tâches professionnelles. Marché du travail. Service à pourvoir. L'électricien de maintenance industrielle est susceptible d'être embauché par toute entreprise assurant l'installation et l'entretien des équipements industriels, ce que constitue une grande partie de l'activité de l'ensemble de l'industrie. D'excellentes perspectives d'emploi se présentent à ces ouvriers. Ils peuvent œuvrer pour des petites ou moyennes entreprises ou créer leur propre entreprise. Dans le secteur privé, pour le travail effectué, l'électricien de maintenance industrielle aura un salaire pouvant varier du SMIC jusqu'au salaire négocié au départ avec l'employeur. Si ce dernier est recruté par un organisme d'État, il recevra un salaire mensuel fixé par les lois en vigueur. Au cours de son parcours, l'électricien de maintenance industrielle requiert de l'expérience qui lui permettra de l'avancement et de la promotion dans sa carrière. Conditions d'entrée sur le marché du travail après la réussite aux examens de fin de formation passés selon les modalités fixées par l'Office de formation et de la promotion du travail loi en vigueur. Ces stagiaires devenus lauréats de l'Office pourront commencer par la recherche d'un emploi ou un stage de pré-embauche. Pour le stagiaire, il est très important de savoir établir un CV et réussir un entretien d'embauche. Le CV peut être établi soit en arabe, soit en français. Il doit mentionner nom, prénom, âge, adresse, photo. Le CV est accompagné d'une photocopie de la carte nationale et des diplômes, ainsi que d'une lettre de présentation mettant en relief les diverses motivations pour le poste.
Le formateur doit établir un exemple de lettre de présentation ou fournir des copies aux stagiaires. Pour l'entretien d'embauche, il faut des séances de simulation avec les conseils d'un psychologue de l'AD. R. H. Principales règles permettant de discuter correctement en groupe. Le groupe, à commencer par la famille, occupe une place importante dans l'expérience de chacun. Dans un contexte de travail, les réunions représentent des occasions de communication en groupe. Le succès d'une réunion débute par une bonne préparation tant du responsable que des participants. Les rôles d'animateur et de secrétaire représentent un apport très important dans l'efficacité du groupe et la satisfaction des participants. Le remue-ménage brainstorming et le groupe nominal sont représentatifs de ces nombreuses techniques de travail en groupe. Celles-ci sont de plus en plus utilisées dans les entreprises pour encourager la participation optimale des employés et atteindre la qualité totale. Le processus de communication comprend 5 composants principaux: l'émetteur, le message, le récepteur, le code, la rétroaction. Metteur est celui qui transmet ou demande de l'information. Au cours d'une discussion, cette personne communique des renseignements, donne son opinion et interroge ses collègues. Pour s'acquitter convenablement de son rôle, elle s'efforce d'être objective et accepte que la perception de ses collègues diffère de la sienne. Processus de la communication FIG. 1. La perception est dite sélective parce qu'elle est intimement liée aux besoins, à l'expérience et à la culture de chacun individu. Dans ce contexte, un événement, une personne ou un objet quelconque peut être perçu et interprété de différentes façons par diverses personnes. Conscient de l'influence du phénomène de la perception, l'émetteur s'applique à différencier l'effet de sa perception afin que la communication soit efficace. Ainsi, il distingue l'information qu'il transmet de l'opinion qu'il donne. Message. Le message verbal comprend l'information transmise et demandée et l'opinion donnée. Au cours de la discussion, vous transmettrez de l'information lorsque vous renseignerez vos collègues sur les résultats de votre exploration. Les renseignements fournis devront porter exclusivement sur des faits et être exempts d'interprétation. Par ailleurs, vous émettrez votre opinion lorsque vous ferez part à vos collègues de votre interprétation des faits ou de sujets de la discussion. La demande d'information peut prendre la forme d'une question fermée ou d'une question ouverte. La première se traduit habituellement par oui ou non et freine la communication. La seconde, au contraire, alimente la discussion. Ainsi, pour favoriser la communication, vous aurez tout avantage à utiliser les questions ouvertes. Récepteur. Le récepteur est celui ou celle qui reçoit l'information et l'interprète silencieusement. Pour remplir correctement ses fonctions, cette personne doit, par son comportement, manifester une écoute active. Ainsi, au cours d'une discussion, elle est attentive au message transmis, regarde l'émetteur, évite de l'interrompre, lui transmet des signes d'approbation et prend de notes au besoin. Code. Le code permet la production et la conversion du message. On le considère généralement comme le moyen utilisé pour transmettre l'information ou la façon de la faire. Au cours de votre discussion, le code sera la langue que vous utiliserez, la terminologie propre au métier d'électricien d'installation. Afin que vos collègues vous comprennent bien, vous devrez soigner votre langage et utiliser des termes français justes. Danger de l'électricité et prévention. Salut chers internautes et fans de l'électricité. Dans ce nouvel article, on va voir les dangers et les menaces que toute personne peut rencontrer et spécialement nos chers électriciens. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez aussi apprendre les mesures préventives à prendre avant tout risque et même les mesures de sauvetage après un accident électrique. Quel courant électrique supporte l'être humain? Des situations classiques sont rassemblées dans le tableau suivant. Le facteur temps n'est pas indiqué, plus le temps de passage du courant est long, plus les conséquences sont graves. Les dangers. Électrisation. Le courant ne peut passer que dans un circuit électrique fermé. Normalement, il circule du réseau conducteur de phase, 230 volts via la prise et le câble électrique jusqu'au récepteur et revient au réseau conducteur neutre. Si l'isolation d'un appareil électrique ou d'un câble d'alimentation est endommagée, le boîtier de l'appareil défectueux peut alors être sous tension.
Si l'utilisateur entre en contact avec le boîtier ou si une personne touche directement le conducteur de phase de la prise de courant ou un fil de phase dénudé, le courant essaie de retourner au réseau à travers le corps humain et la Terre, car celle-ci est reliée au conducteur neutre. L'intensité de ce courant dépend de la résistance du corps humain, de la peau, des vêtements et du retour à la Terre. Voir les valeurs du tableau suivant. La résistance du corps humain dépend, entre autres, de la tension employée, du parcours du courant à travers le corps, de la taille, de l'état physique, et de la personne électrisée. D'après le tableau ci-dessus, le courant électrisant peut évoluer dans une grande plage. Étant donné le nombre de facteurs sur lesquels il est quasiment impossible d'agir parcours du courant dans le corps, humidité, et le hasard joue donc un rôle important. Prévention primordiale, conducteur de protection, un troisième fil, le conducteur de protection jaune-vert, relie à la Terre les éléments métalliques que l'on touche sur un appareil électrique par exemple, boîtier. Il est amené dans la prise de courant via la borne centrale. En temps normal, il ne conduit pas de courant. Si, suite à la détérioration de l'isolation dans l'appareil, le boîtier se trouve être sous tension, le circuit électrique sera alors fermé par le biais du conducteur de protection. Il en résulte un courant de court-circuit IK, très élevé selon les circonstances, qui actionne le fusible ou le disjoncteur de protection des conducteurs. Le circuit électrique est alors interrompu en quelques fractions de seconde max 0,4 secondes. Le boîtier de l'appareil n'est plus sous tension et le risque d'une électrisation est évité. Toutefois, une brève électrisation est malgré tout possible avant que le fusible ne fonde. Surisolation. Les appareils munis d'une surisolation disposent, outre l'isolation fonctionnelle, d'une isolation supplémentaire. La protection contre les défauts d'isolation s'en trouve doublée. Ces appareils ont une fiche bipolaire et ne doivent pas être raccordés à un conducteur de protection. Ils sont signalés par un carré double. Si, dans la pratique, par exemple dans le cas d'ATI électrique portatif, la surisolation est recouverte de limaille, de poussière métallique ou de saleté, cela peut s'avérer très risqué pour l'utilisateur. Surisolation ne signifie pas étanchéité. Dispositif de protection à courant différentiel à résiduel DDR. Le dispositif de protection à courant différentiel résiduel DDR coupe le circuit électrique en 0,3 secondes maximum, dès que le courant de retour circulant dans le conducteur neutre est inférieur au courant passant dans le conducteur de phase et que la différence entre les deux atteint une valeur déterminée. C'est le cas lorsqu'au cours d'une électrisation, un courant de défaut supplémentaire retourne au réseau via une personne et le sol. Il existe des disjoncteurs DDR avec des courants de déclenchement de 10 ou 30 mA 300 mA pour la protection incendie. Leur emploi est obligatoire dans certains domaines, par exemple, sur les chantiers, pour toutes les prises de courant 32 A. Certains modèles de disjoncteurs DDR peuvent être intégrés dans des boîtes de distribution électrique ou des prises et servir également d'adaptateur ou de prise pour raccorder le cordon d'alimentation d'un appareil ou une rallonge. Tout dispose d'un bouton de contrôle permettant de tester régulièrement par exemple 2 fois par an le déclenchement correct du disjoncteur. Depuis que l'utilisation des disjoncteurs DDR est obligatoire, le nombre d'accidents électriques a diminué de façon significative. Malgré tout, il subsiste des situations où les effets de la protection sont défaillants. L'emploi d'un appareil électrique dans une baignoire isolée peut se révéler mortel, si le courant qui circule à travers la personne revient via le conducteur neutre et non via la Terre, en tant que courant de défaut. Transformateur de séparation et très basse tension de sécurité, dans un réseau électrique. Le conducteur neutre est relié à la Terre pour des raisons techniques. Par conséquent, si une personne entre en contact avec la tension électrique, le courant cherchera à retourner au réseau à travers elle également. Le transformateur de séparation interrompt la liaison entre le conducteur neutre et la Terre. Suite à cette séparation de protection, le conducteur de phase et le conducteur neutre ne présentent plus de différence de potentiel par rapport à la Terre, aucun courant ne circule si l'on entre en contact avec un conducteur. Une électrisation ne peut survenir que si le conducteur de phase et le conducteur neutre sont touchés en même temps ou, lorsque deux appareils sont raccordés simultanément, si deux personnes touchent le conducteur de phase et le conducteur neutre. C'est pourquoi il ne faut raccorder qu'un seul appareil électrique par transformateur de séparation. La protection par transformateur de séparation est judicieuse surtout dans les locaux exigus et conducteurs d'électricité réservoir, et elle présente un désavantage, le poids relativement élevé du transformateur. Si, avec les transformateurs de séparation, on réduit la tension à 50 volts maximum,
On parle alors de très basse tension de sécurité. Dans ce cas, le fait de toucher simultanément le conducteur de phase et le conducteur neutre n'entraîne aucun courant dangereux pour l'homme. Inconvénient d'une telle association, on doit utiliser des appareils électriques portatifs spéciaux 50 volts, qui sont plus lourds que ceux fonctionnant avec du 230 volts. Règle à respecter face à l'électricité. Les mesures techniques de protection ne préservant pas de tout danger, il est essentiel d'avoir un comportement correct lorsqu'on utilise de l'électricité. Voici les règles les plus importantes lors de l'emploi d'appareils électriques. Cordon de raccordement et fiche, ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher. Les rallonges doivent disposer, à une extrémité, d'une fiche mâle et, à l'autre, d'une prise femelle, toutes deux avec le même nombre de pôles contact. Dérouler le câble d'alimentation des machines à puissance élevée, afin qu'il ne chauffe pas trop accumulation de chaleur et ne soit pas ainsi endommagé. Ne pas bricoler de pièces intermédiaires pour câbles. Ne pas scier les broches de protection des fiches ou les collerettes de protection des prises mobiles. Attention au passage et aux torsions du cordon d'alimentation porte, fenêtre. En cas de réparation autorisée uniquement durant les loisirs, respectez la couleur des conducteurs. Contrôle des outils électriques portatifs avant leur utilisation. Fiches, brides de retenue, cordon, boîtier en bon état. En cas de détérioration, ne pas utiliser l'appareil, le retirer de la circulation et signaler les défaillances. L'appareil est-il sec et les grilles d'aération sont-elles propres? Sinon, d'abord sécher et faire nettoyer l'appareil. Contrôle du fonctionnement. En cas de défaillance, débrancher immédiatement l'appareil. Ne le faire soi-même que si cela est sans danger. Sinon, ne pas utiliser l'appareil et signaler les défaillances. Emploi d'ATI électrique portatif en plein air construction, montage, et raccorder l'appareil à un disjoncteur DDR, si la boîte de distribution électrique ou la prise de courant n'en dispose pas, utilisez un adaptateur DDR ou un rouleau de câble avec disjoncteur de protection DDR. Porter des chaussures isolantes semelles en caoutchouc. Jamais pieds nus. Si possible, ne pas employer d'appareil électrique et de rallonge avec les mains mouillées, dans un environnement humide ou sous la pluie. Si le dispositif de couplage n'est pas étanche, le poser sur un support sec. Ne pas exposer les appareils normaux à la poussière et à l'humidité. Que faire si le disjoncteur DDR, le disjoncteur de protection des conducteurs ou le fusible se déclenche? 1. Éteindre l'appareil. 2. Remplacer le fusible défectueux par un autre du même type, ne pas rafistoler provisoirement, puis réactiver le disjoncteur DDR ou de protection des conducteurs. 3. Réenclencher l'appareil. 4. Si le fusible ou le disjoncteur se déclenche à nouveau, éteindre l'appareil, le mettre hors service et le faire contrôler et réparer. Si, malgré tout, un accident survient, mesure de sauvetage, après un accident électrique à basse tension, il faut procéder comme suit. 1. Libérer l'accidenté du circuit électrique sans se mettre en danger. P. X. Couper le courant avec l'interrupteur. Débrancher l'appareil. Tirer l'accidenté avec des vêtements secs. Tête. Depuis un endroit isolé. 2. Premier secours. Placer l'accidenté en position latérale. Respiration bouche à nez. Massage cardiaque. 3. Appeler un médecin. Surveillance vérification. Seul du personnel qualifié muni d'une autorisation peut effectuer des travaux d'installation. En cas de travaux sur une installation électrique, il convient de se référer à la règle des 5 doigts. 1. Déclencher et ouvrir les sectionneurs de toutes parts 2. Assurer contre le réenclenchement 3. Vérifier l'absence de tension 4. Mettre en court-à-circuit et à la terre 5. Protéger des parties voisines restées sous tension. Les anciennes installations électriques qui ne garantissent plus la sécurité des personnes et des choses doivent être contrôlées d'après les normes techniques les plus récentes. Selon l'ordonnance sur les installations à basse tension, l'exploitant de réseau a l'obligation de faire effectuer le contrôle selon une périodicité en relation avec l'affection du bâtiment. N'oubliez pas de laisser vos questions ou vos remarques dans les commentaires. Pour plus d'informations, visitez notre chaîne. Spécialisé dans l'électricité, abonné à la chaîne Othman Gabardi. Transformateur électrique, rôle et processus. Découvrez dans cet article le rôle, le fonctionnement et l'utilisation du transformateur électrique. Le transformateur électrique a plusieurs fonctions. Il permet d'abaisser ou augmenter la tension du courant électrique qui traverse le réseau.
Dès la centrale de production d'électricité jusqu'au domicile du consommateur, le transport du courant électrique se fait par des câbles de très haute, moyenne puis basse tension. Pour permettre à l'électricité de passer d'une ligne à l'autre, il est nécessaire d'abaisser sa tension. Le transfo permet au courant électrique d'être acheminé chez vous sans aucun danger. Comprendre le fonctionnement du transfo. Le transformateur, intégré dans un poste électrique, est composé d'un noyau de fer et de 2 bobines de cuivre. Le courant passe dans la bobine primaire puis dans la bobine secondaire, qui contient moins de spire, ce qui permet d'en diminuer la tension. Le transformateur monophasé est composé d'un noyau et 2 bobines, tandis que le transformateur triphasé comporte 3 noyaux et 6 bobines. Le transformateur électrique, point clé du réseau de distribution d'électricité. L'électricité peut être produite de plusieurs manières par les centrales électriques, nucléaires, hydroélectriques, thermiques, etc. Si l'on prend l'exemple du nucléaire, le voltage du courant produit est de 20 000 volts. Pour être injecté dans une ligne à très haute tension, sa tension doit être augmentée à 400 000 volts. C'est grâce au transformateur que l'électricité pourra passer de l'un à l'autre puis circuler dans le câble en grande quantité et sans aucune perte. Il pourra ensuite être transporté sur une ligne à haute tension après avoir été transformé à nouveau en 225 000 volts. Mais les consommateurs ne peuvent pas utiliser un courant électrique à haute tension, ils ont besoin d'électricité à moyenne et basse tension. Le rôle des transformateurs est de contrôler l'énergie en la transformant en courant à moyenne ou basse tension pour le réseau de distribution. Quelles conséquences pour l'utilisateur? Grâce au transformateur, l'électricité peut être transportée puis distribuée sans risque et sans perte. Mais le transformateur sert aussi aux particuliers qui disposent d'appareils de faible voltage. Ainsi un transformateur 220 volts 12 volts permettra de brancher un appareil 12 volts sur le courant 220 volts. L'électricité passe en 220 volts dans le fil depuis la prise jusqu'au transformateur, où sa tension est abaissée à 12 volts, puis il repart jusqu'à l'appareil, qu'il fait fonctionner sans l'abîmer. Et ne perdons pas de vue qu'avant d'entrer chez vous en 220 volts, ce courant électrique est passé par des tensions beaucoup plus élevées, que n'aurait supporté aucun de vos appareils électriques. Les machines électriques tournantes. Le but assigné à une machine électrique tournante est une transformation de l'énergie mécanique en énergie électrique et vice-versa. Selon le genre de la transformation, les machines électriques tournantes sont classées en génératrices, si elles transforment de l'énergie mécanique en énergie électrique, telles que les alternateurs. Réceptrices, si elles transforment de l'énergie électrique en énergie mécanique, ce sont les moteurs électriques. Quelques dates intéressantes. 1820, découverte par Oersted de l'effet magnétique d'un courant électrique. 1831, découverte de l'induction magnétique par Faraday. Ce qui complète les lois de l'électromagnétisme. 1864, Maxwell a établi les bases thermiques de l'électromagnétisme. 1890. 1950, les principales machines électriques sont découvertes et les recherches scientifiques se développaient pour augmenter les puissances spécifiques par introduction de systèmes de refroidissement et les matériaux actifs performants. 1948, découverte du transistor. 1958, découverte du thyristor. Utilisation des machines synchrones. Elles sont principalement utilisées dans la production de l'énergie électrique en tant qu'alternateur. Machines asynchrones, utilisées principalement en tant que moteur pour les entraînements industriels de toute puissance. Machines à courant continu, utilisées principalement dans l'entraînement à vitesse variable, mais actuellement de moins en moins. Elles sont supplantées de plus en plus par les machines à courant alternatif. Moteur universel, très répandu pour les usages électroménagers. Moteur pas à pas, principalement utilisé en robotique. Les éléments constitutifs des machines électriques tournantes, outre les éléments mécaniques tels que la carcasse, l'arbre, les paliers, le cuve, et les machines électriques tournantes comportent deux genres d'éléments actifs fondamentaux. Un circuit magnétique dont la fonction est de canaliser le flux magnétique.
Ce circuit est constitué d'un matériau ferromagnétique très perméable de perméabilité très grande, un circuit électrique que constituent les enroulements dont la fonction est de conduire le courant électrique. Les enroulements sont constitués d'un matériau bon conducteur, généralement du cuivre ou de l'aluminium. Différents types de charges, couple constant, c'est le cas d'une onde-charge. Couple proportionnel à vitesse, C égale K. NP égale K. N2. C'est le cas d'une charge entraînée à vitesse lente. Couple quadratique, CR égale KN2P égale KN3, c'est le cas d'un ventilateur, d'une pompe existence d'une force de centrifuge. Puissance constante, la vitesse est inversement proportionnelle. Pour plus d'informations, visitez notre chaîne spécialisée dans l'électricité. Othman Gabardi. Normes et règlements. Comme vous le savez tous et comme on l'a déjà vu dans l'article. Danger de l'électricité et prévention. Que je vous recommande de lire, l'électricité peut être dangereuse pour chacun de nous. C'est pourquoi les installations électriques sont soumises à des normes rigoureuses afin de prévenir tout accident électrique qui pourrait endommager la santé des hommes, les bâtiments ou les appareils électriques. Pour qui fixer des normes? 7 millions de logements en France ne répondent plus aux règles de sécurité. 2,3 millions d'installations électriques sont très dangereuses. Chaque année, on déplore plus de 80 000 incendies d'origine électrique et des milliers d'accidents corporels. Les raisons de ces accidents dans l'habitat sont multiples. L'absence ou la défectuosité du réseau de terre, l'absence de protection contre les contacts indirects, l'usure du temps. Les surcharges des circuits, des pièces accessibles d'appareillage sous tension. Ces raisons sont dues au non-respect des règlements en vigueur. L'électricité dans le monde entier, il n'y a pas de normes mondiales pour l'électricité. Ni voltage ni fréquence du courant électrique ne sont identiques dans chaque pays. En plus, il existe de grandes différences entre les pays quant aux fiches électriques et prises de courant. En apparence, ces différences sont insignifiantes, mais elles peuvent avoir des suites assez fâcheuses. La plupart des appareils qu'on achète dans un autre continent ne peuvent pas être branchés chez nous, tout simplement parce que nos prises ne sont pas compatibles avec la fiche de l'appareil importé. Il n'y a que deux solutions pour résoudre le problème, soit on coupe la fiche étrangère et on la remplace par une autre, soit on achète un adaptateur peu esthétique et mal commode. Mais cela étant fait, il y a malheureusement toutes les chances que le problème ne soit toujours pas résolu puisqu'un adaptateur n'assure que la compatibilité entre la fiche et la prise électrique, mais il ne changera pas le voltage. Un feu d'artifice absolument spectaculaire se déroulerait si un appareil provenant des États-Unis était branché quelque part en Europe. Il va de soi que le manque de standards mondiaux en ce qui concerne le voltage, la fréquence et les prises cause beaucoup de problèmes pour les consommateurs et, en plus de cela, entraîne des frais tout à fait inutiles. Quel gaspillage d'argent! Tension monophasée et fréquence. En Europe et dans la plupart des autres pays du monde, la tension varie entre 220 et 240 volts, lorsqu'au Japon et en Amérique du Nord, les valeurs de tension fluctuent entre 100 et 127 volts. À la fin du VIe siècle, le générateur de courant alternatif a été inventé par Nikola Tesla, ingénieur d'origine croate. Ce génie créatif avait calculé que 60 Hz, le nombre de changements de sens du courant par seconde, exprimé en Hz, c'est la fréquence qui permettait d'obtenir le meilleur rendement pour les générateurs de courant alternatif. Il a préféré la tension de 240 V, qu'il estimait bonne pour le transport sur de longues distances sans être extrêmement dangereuse. Thomas Edison a développé parallèlement un système de courant continu à 110 volts qui était sans aucun doute plus sûr, mais moins pratique pour le transport. Quand la compagnie allemande EG a mis en place le premier service de production d'électricité, elle a opté pour le 50 Hz afin d'ajuster la fréquence au système métrique. Bénéficiant d'un quasi-monopole, EG a facilement pu diffuser ce standard sur le reste du continent. En Grande-Bretagne, de nombreuses fréquences ont cohabité et ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que le 50 Hz s'est généralisé en Europe. À l'origine, la tension de 120 volts était très répandue en Europe, comme en Amérique du Nord et au Japon aujourd'hui. Mais à cause de fluctuations de courant et par besoin de plus de puissance électrique, il a été décidé à la fin des années 1950 et au début des années 1960 de doubler cette tension. En Europe, cette transition n'a pas posé beaucoup de problèmes, mais aux États-Unis, le gouvernement a abandonné le projet par des considérations d'ordre économique et financier. En effet, dans les années 1950, de nombreuses familles américaines avaient déjà acheté un frigidaire, une machine à laver et d'autres appareils électriques, ce qui n'était pas du tout le cas dans l'Europe de l'après-guerre. Actuellement, les États-Unis ont toujours des problèmes reliés à cette faible tension électrique P.
X. Les appareils se trouvant au bout du circuit électrique fonctionnent parfois mal à cause d'un voltage trop faible. Les lampes qui sont installées au début du circuit, tout près du compteur d'électricité, sautent plus vite, PEC. Une différence de tension de presque 20% entre le début et le bout du circuit, c'est vraiment monnaie courante. Afin de résoudre une partie du problème, les nouveaux bâtiments américains sont alimentés en 240 volts, divisés en 2 fois 120 volts entre la phase et le neutre. Les appareils qui consomment beaucoup d'électricité four, lave-linge, sèche-linge, PEC, sont branchés directement en 240 volts. N'oubliez pas de laisser vos questions ou vos remarques dans les commentaires. Pour plus d'informations, visitez notre chaîne spécialisée dans l'électricité. Abonnez à la chaîne Othman Gabardi. Bonjour à tous, Othman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite les procédés de démarrage des moteurs asynchrones triphasés, le branchement du moteur, les avantages et les inconvénients de chaque procédé. Démarrage rotorique, un sens de temps. Fonctionnement de montage. Cet article traite démarrage rotorique, chronoampère métrique, 4 temps. Fonctionnement. Mis à part le démarrage direct, les différents procédés de démarrage ont pour objectif fondamental de limiter l'intensité absorbée tout en maintenant les performances mécaniques de l'ensemble, moteur-machine entraîné, conforme au cahier des charges. Les procédés qu'on va traiter sont les suivants. Démarrage direct, démarrage étoile-triangle, démarrage par résistance statorique, démarrage par résistance rotorique. Démarrage avec démarreur électronique. Un démarrage direct. Pour réaliser un départ moteur de façon correcte, il faut assurer les fonctions suivantes. Isoler, c'est le rôle du sectionneur. Protéger la puissance contre les courts-circuits, pour cela on utilise des cartouches fusibles de type AM. Commander l'arrivée de l'énergie au moteur, c'est le rôle du contacteur. Protéger le moteur contre les surcharges, fonction assurée par le relais thermique. Schéma. La surintensité au moment du démarrage peut être de 4 et 8 fois l'intensité nominale, ID égale 4 à 8 in. Au moment du démarrage, le couple moteur est en moyenne de 1,5 à 2 fois le couple nominal. Avantage. Simplicité de l'appareillage. Couple important. Temps de démarrage court. Inconvénient. Appel du courant important. Démarrage brutal. Démarrage direct avec 200 de rotation. Pour changer le sens de rotation d'un moteur asynchrone triphasé, il faut inverser 2 des 3 phases du circuit d'alimentation. La surintensité au moment du démarrage peut être de 4 et 8 fois l'intensité nominale, ID égale 4 à 8 in. Au moment du démarrage, le couple moteur est en moyenne de 1,5 à 2 fois le couple nominal. 2 démarrages étoile-triangle. Le principe du démarrage étoile-triangle consiste à sous-alimenter le moteur durant presque toute la durée du démarrage en le couplant en étoile. Il faut donc utiliser un moteur normalement couplé en triangle et dont toutes les extrémités d'enroulement sont sorties sur la plaque à borne. Exemple, sur un réseau 234 centièmes V, il faut donc utiliser un moteur 400-660 V. Utilisation du démarrage étoile-triangle, machine démarrant à vide, démarrage rotorique, un sens de temps. Fonctionnement de montage. Une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1, ce qui provoque son auto-alimentation. Alimentation. Le stator du moteur qui démarre avec la résistance triphasée R1 dans le circuit du rotor premier temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM1 se ferme et excite la bobine KM2, la résistance triphasée R1 est shintée, deuxième temps. Le moteur est alors alimenté sous sa tension nominale et le démarrage est terminé.
Composant schéma de commande. Transformateur. Disjoncteur bipolaire Q3. Contact NF de relais thermique F1. Bouton poussoir NFS1. Bouton poussoir NOS2. Bobine KM1. Bobine KM2. Contact NO de KM1, 13 à 14. Relais temporisé 5SNO, fixé sur le contacteur KM1. H1, fonction de la bobine KM1. H2, signifie l'absence ou la présence de courant. H3, signifie le fonction de relais thermique. Composant schéma de puissance. -3 linge de phase. Fusible sectionneur Q2. Disjoncteur tripolaire Q1. Contacteur KM2, démarrage sans résistance. Relais thermique F1. Résistance triphasée R2. Moteur asynchrone avec rotor bobiné M1. Fonctionnement de montage. Une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1, ce qui provoque son auto-alimentation. Alimentation. Le stator du moteur qui démarre avec la résistance triphasée R1 dans le circuit du rotor, premier temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM1 se ferme et excite la bobine KM2, la résistance triphasée R1 est shantée, deuxième temps. Le moteur est alors alimenté sous sa tension nominale et le démarrage est terminé. Remarque. Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM2 et de KM1, le moteur s'arrête. Cet article traite démarrage rotorique, chronoampère métrique, 4 temps. Fonctionnement de montage. Une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KA1, ce qui provoque son auto-alimentation. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KA5 se ferme et excite la bobine KM1. Alimente le stator du moteur qui démarre avec les résistances triphasées R2 et R1 et R4 dans le circuit du rotor, premier temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM2 se ferme et excite la bobine KM2, la résistance triphasée R4 est shantée, deuxième temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM3 se ferme et excite la bobine KM3, la résistance triphasée R1 est shantée, troisième temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM4 se ferme et excite la bobine KM4, la résistance triphasée R2 est shantée, troisième temps. Le démarrage du moteur est alors terminé. Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 désexcite toutes les bobines et le moteur s'arrête. Composant schéma de commande. Transformateur. Disjoncteur bipolaire Q3. Contact NF de relais thermique F1. Contact NO de relais thermique F1 pour la signalisation. Bouton poussoir NF S1. Bouton poussoir NO S2. Contact NO de KA1, 13 à 14. Bobine KA1. Contact NO de KM2, 13 à 14. Bobine KM1. Bobine KM2. Bobine KM3. Bobine KM4. Deux contacts NO de KM1 et KM2 pour la commande de leçon de démarrage. Deux relais temporisés, NO, fixés sur le contacteur KM4 et un autre fixé sur KM5. H1, fonction de la bobine KM1. H2, signifie l'absence ou la présence de courant. H3, signifie le fonction de relais thermique. Composant schéma de puissance. 3 linges de phase. Fusible sectionneur Q2. Disjoncteur tripolaire Q1. Discontacteur première tempest KM1. Discontacteur deuxième temps KM2. Contacteur 3 troisième temps KM3. Contacteur quatrième temps KM4. Relais thermique F1. Résistance triphasée R2. Résistance triphasée R1. Résistance triphasée R4. Moteur asynchrone avec rotor bobiné M3. Chaîne spécialisée dans l'électricité industrielle et bâtiment. Sujet sur les démarrages moteurs asynchrones. De démarrage des moteurs asynchrones triphasés,
le branchement du moteur, les avantages et les inconvénients de chaque procédé. Le traite. Démarrage rotorique 2 sens 3 temps. Démarrage rotorique 1 sens de temps. Frage rotorique 1 sens de temps. Fonctionnement de montage. Cet article traite câblage d'Allender, branchement du moteur, couplage d'Allender aux deux vitesses. Le schéma de câble s'applique pour un moteur ayant des enroulements spécifiques du même nom. Ce type de câblage permet d'avoir deux vitesses, 50%, 100%, utilisées pour les hôtes de cuisine, les extracteurs, les centrales de traitement d'air. Définition. Est appelé moteur de vitesse à couplage d'Allender, du nom de son inventeur qui a déposé le brevet en 1897, un moteur qui possède un seul enroulement triphasé et dont le rapport de vitesse est de 1 à 2. Robert d'Allender, ingénieur électromécanicien né en Suède en 1870, a donné son nom au moteur asynchrone à deux vitesses qu'il a inventé avec son compatriote Lindström en 1897. Contrôle. Les vitesses les plus courantes sont le moteur d'Allender standard à 6 fils et monotension, c'est-à-dire tri 230 volts ou tri 400 volts. En petite vitesse, le couplage des bobinages, enroulement, en série permet de diviser la vitesse par deux paires de pôles. Alimentation en U1, V1, W1 uniquement. En grande vitesse, en couplant les bobinages en parallèle, ils constitueront un seul et même enroulement, une paire de pôles. Alimentation en U2, V2, W2 et point triangle, barrette, en U1, V1, W1. Schéma de puissance. Attention à l'ordre des phases en petite et grande vitesse, afin d'éviter une inversion du sens de rotation au moment du passage de la petite vitesse à la grande vitesse. Schéma commande, test couplage d'Allender et autres. Dans certaines anciennes machines, le d'Allender est bitension mais possède 12 fils de sortie. Contrôler un moteur de vitesse à couplage d'Allender. Par rapport à un moteur standard, les bornes U1, U2, V1, V2, W1, W2 doivent être toutes en continuité. C'est par ailleurs avec cette caractéristique que l'on peut le distinguer du moteur de vitesse à deux enroulements triphasés. Branchement du moteur. Couplage d'Allender aux deux vitesses. Schéma de principe des enroulements. Du moteur de vitesse d'Allender. Branchement vitesse INFERIEURE. L1, L2, L3 arrivée ligne 3 phases à U1, V1 W1, U2, V2 W2 libre. Attention, les schémas de cette page sont purement théoriques car il n'existe pas de repères standards et ceux-ci changent au gré des câblages de machines, des marques de commutateurs et du fabricant du moteur. Pour tout V1. La constitution des enroulements d'un moteur de vitesse à couplage d'Allender étant différente d'un moteur simple vitesse, la mesure doit être faite uniquement sur l'entrée de l'une ou l'autre vitesse, donc entre U1, V1, et W1 ou entre U2, V2, et W2. La valeur de mesure doit être égale entre les trois bornes de chaque entrée, soit U1, V1 égale U1, W1 égale V1, W1 et U2, V2 égale U2, W2 égale V2, W2. Si une différence notable de mesure est détectée, cela signifie une partie ou entièrement en court-circuit d'un enroulement et donc moteur HS. Si la sortie des 6 fils est avec cables au lieu de plaques à bornes, la mesure est exactement la même sur chaque groupe de fils correspondant à chaque vitesse. Moteur de vitesse d'Allender à 9 fils de sortie. Le schéma est le même que le d'Allender 6 fils, sauf que les 3 fils du couplage étoile sont sortis pour permettre un démarrage étoile triangle. Branchement et couplage moteur de vitesse, de tension, 12 sorties de fil. Attention, il ne faut pas confondre avec le moteur simple vitesse bitension à démarrage série, parallèle dont le sujet est traité à l'article « Moteurs spéciaux ». Le couplage des deux vitesses pour ce type de moteur n'est plus un couplage d'Allender, c'est un couplage par inversion de pôle. Couplage en 400 volts vitesse inférieure. Couplage 400 volts vitesse supérieure. Les repères ne sont donnés qu'à titre indicatif car ils diffèrent suivant le fabricant du moteur et la marque du commutateur.
De nos jours, ces moteurs ne sont en service que sur certaines anciennes machines bitension. Attention, les schémas de cette page sont purement théoriques car il n'existe pas de repères standards et ceux-ci changent au gré des câblages de machines, des marques de commutateurs et du fabricant du moteur. Démarrage direct moteur 100 de rotation. Les schémas suivants permettent d'alimenter un moteur asynchrone triphasé directement sur le réseau. Le moteur est commandé par un bouton marche et un bouton d'arrêt, l'arrêt est prioritaire. Le schéma de puissance est constitué principalement d'un sectionneur, d'un contacteur et d'un relais thermique. Dans le cas d'une partie commande en basse tension comme montré sur le schéma de commande, il faut ajouter un transformateur, mono 230V ou mono 400V, et ses protections. Ce montage est aussi équipé de voyants optionnels. Schéma de puissance. Schéma de commande. Schéma des borniers. Schéma d'exemple d'implantation. Comment choisir les matériels. 1. Schéma de puissance. 2. Schéma de commande. Comment choisir les matériels. Le choix des appareillages est principalement réalisé en fonction du moteur. Il faudra calculer le courant qui traversera les appareillages en cherchant le courant nominal du moteur, ou bien en utilisant sa puissance utile. Dans ce cas, il faut diviser cette puissance par le rendement du moteur et utiliser. Une fois le courant calculé, il ne reste plus qu'à choisir dans un catalogue le contacteur, et ses auxiliaires, le relais thermique. Il faut aussi dimensionner le transformateur en fonction de la puissance nécessaire en additionnant les courants d'appel du contacteur et les voyants. Il suffit alors d'utiliser la formule S égale UXI ou I égale SU. Une fois seront du type AM au primaire, JI au secondaire. En dernier lieu, on pourra calculer le calibre des fusibles du sectionneur type AM. Le démarrage direct. Pour un démarrage direct, il suffit d'un boîtier de démarrage classique, souvent vendu avec des protections thermiques. L'alimentation du relais de commande est prise entre deux phases ou entre phase et neutre. Elle présente un auto-maintien permettant au contacteur de rester collé après avoir lâché le bouton de commande. Le problème est l'intensité de démarrage, lorsque le moteur est en triangle, 6 à 8 fois l'intensité nominale. Le démarrage étoile-triangle. Afin de réduire l'intensité au démarrage, la solution peut être un démarrage étoile-triangle. Le principe du montage étoile-triangle consiste en 100 volts, couplage étoile. Ici, la tension est de 400 volts entre phases. Or chaque enroulement a besoin de 230 volts pour fonctionner. On choisit donc le couplage étoile. Si on utilisait le couplage triangle, chaque enroulement subirait 400 voltages à ses bornes et serait détruit. Plus petite tension moteur égale plus grande tension réseau. Quand la plus petite tension nominale du moteur asynchrone est égale à la plus grande tension réseau, donc la tension entre phases, on choisit le couplage triangle. Exemple, moteur 230 volts 400 volts sur réseau 127 volts, 230 volts, couplage triangle. Ici, la tension est de 230 volts entre phases. Or chaque enroulement a besoin de 230 volts pour fonctionner. On choisit donc le couplage triangle. Couplage impossible. Plus grande tension moteur égale plus petite tension réseau. Quand la plus grande tension nominale du moteur asynchrone est égale à la plus petite tension réseau, donc la tension entre phases, aucun couplage n'est possible. On ne peut pas utiliser ce moteur asynchrone. Exemple, moteur 230 volts, 400 volts, sur réseau 400 volts, 690 volts, couplage impossible. Aucune tension commune. Quand aucune tension n'est commune, aucun couplage n'est possible. Exemple, moteur 127 volts, 230 volts sur réseau 400 volts, 690 volts, couplage impossible, moteur détruit.
Parenthèse fermante. Point. Par ailleurs, un moteur asynchrone 400 volts, 690 volts n'aura jamais assez de tension à ses bornes avec un réseau 127 volts, 230 volts, quel que soit le couplage. Exemple, moteur 400 volts, 690 volts sur réseau 127 volts, 230 volts, couplage impossible. Barrette de couplage, étoile ou triangle. Le couplage étoile ou triangle d'un moteur asynchrone se fait à l'aide de barrettes sur la plaque à borne. Couplage étoile triangle pour moteur asynchrone, position des barrettes. 2 barrettes sont nécessaires pour le couplage étoile. 3 barrettes sont nécessaires pour le couplage triangle. Idée astuce pour retenir les barrettes de couplage. Couplage étoile, barrettes horizontales comme les branches du E majuscule de étoile. Couplage triangle, 3 barrettes comme triangle. Couplage d'un moteur asynchrone en pratique. En pratique, le couplage étoile-triangle peut ressembler à cela. Barrette de couplage triangle pour moteur asynchrone. Barrette de couplage étoile pour moteur asynchrone. Exemple de moteur asynchrone. Le moteur asynchrone n'existe pas que dans les cours d'électrotechnique. Voici une plaque signalétique d'un moteur asynchrone de puissance 740 watts, égale un cheval vapeur. Moteur asynchrone 220 volts, 380 volts. Plaque signalétique du moteur asynchrone. On reconnaît les anciennes tensions réseau 220 volts et 380 volts, aujourd'hui, 230 volts et 400 volts, le COSFI, les couplages et la puissance. On peut brancher, couplage étoile, Exemple, moteur 230 volts 400 volts sur réseau 127 volts, 230 volts, couplage triangle. Ici, la tension est de 230 volts entre phases. Cet article traite démarrage direct moteur 200 de rotation. Les schémas suivants permettent d'alimenter un moteur asynchrone triphasé directement sur le réseau. Le moteur est commandé par un bouton marche avant, un bouton marche arrière et un bouton d'arrêt. L'arrêt est prioritaire. Le schéma de puissance est constitué principalement d'un sectionneur, de 2 contacteurs équipés d'interverrouillage et d'un relais thermique. Dans le cas d'une partie commande en basse tension comme montré sur le schéma de commande, il faut ajouter un transformateur, mono 230 volts ou mono 400 volts, et ses protections. Ce montage est aussi équipé de voyants optionnels. Schéma de puissance. Schéma de commande. Schéma des borniers. Schéma d'exemple d'implantation. Comment choisir les matériels. 1. Schéma de puissance. 2. Schéma de commande. 3. Schéma des borniers. 4. Schéma d'exemple d'implantation. 5. Comment choisir les matériels. Le choix des appareillages est principalement réalisé en fonction du moteur. Il faudra calculer le courant qui traversera les appareillages en cherchant le courant nominal du moteur, ou bien en utilisant sa puissance utile. Dans ce cas, il faut diviser cette puissance par le rendement du moteur et utiliser la formule. Une fois le courant calculé, il ne reste plus qu'à choisir dans un catalogue les 2 contacteurs qui doivent posséder un interverrouillage entre eux, c'est-à-dire une protection mécanique pour éviter l'appui sur les 2 contacteurs en même temps. Ils sont vendus en bloc, les auxiliaires des contacteurs à choisir en fonction du nombre de contacts souhaités, dans notre cas 2 auxiliaires composés de un NC et un NO, le relais thermique. Il faut aussi dimensionner le transformateur en fonction de la puissance nécessaire en additionnant les courants, d'appel du plus gros contacteur, de maintien des autres contacteurs et des voyants. Il suffit alors d'utiliser la formule. Une fois la puissance du transformateur choisie, il faut calculer les fusibles en conséquence, toujours en utilisant la formule S égale UXI. Les fusibles seront du type AM au primaire, GI au secondaire. En dernier lieu, on pourra calculer le calibre des fusibles du sectionneur type AM. Moteur asynchrone. Démarrage direct moteur 1 sens de rotation. Démarrage direct moteur asynchrone. 2 sens de rotation.
Les schémas suivants permettent d'alimenter un moteur asynchrone triphasé directement sur le réseau. Le moteur est commandé par un bouton marche et un bouton d'arrêt, l'arrêt est prioritaire. Le schéma de puissance est constitué principalement d'un sectionneur, d'un contacteur et d'un relais thermique. Dans le cas d'une partie commande en basse tension comme montré sur le schéma de commande, il faut ajouter un transformateur, mono 230 volts ou mono 400 volts, et ses protections. Ce montage est aussi équipé de voyants optionnels. La phase de démarrage. Nous avons vu que le moteur asynchrone est très utilisé dans le secteur industriel. Du fait de sa robustesse, de son faible coût de maintenance. Le couple de démarrage MD, ainsi que le courant absorbé au moment du démarrage sont deux des grandeurs qui caractérisent un moteur asynchrone et qui déterminent le temps de démarrage. Le moteur fonctionne alors dans le sens arrière. En fonction de la charge à entraîner, on peut être amené à agir sur les trois grandeurs couple, courant et temps de démarrage, afin d'éviter les à-coups sur la charge, les surintensités trop importantes qui perturbent le réseau ou la sollicitation des pièces mécaniques qui peut entraîner une usure prématurée. On démarre donc les moteurs de façon à limiter ces inconvénients. Le démarrage direct est utilisé pour les moteurs de petite puissance, faible pointe d'intensité au démarrage. Les démarreurs, étoile triangle, par élimination de résistance statorique ou progressifs, sont utilisés pour limiter le courant ou les contraintes de démarrage des moteurs asynchrones à cage. Composants schéma de commande. Transformateur. Disjoncteur bipolaire. Contact NF de relais thermique F1. Bouton poussoir NFS1. Bouton poussoir NOS2. Bobine KMK-M1. Contact NO de KM1, 13 à 14. Bouton poussoir NOS3. Bobine KMK-M2. Schéma de commande. Schéma des borniers. Schéma d'exemple d'implantation. Comment choisir les matériels. Contact NO de KM2, 13 à 14. Composant schéma de puissance. -3 linges de phase. Fusible sectionneur tri. Contacteur KM1, premier sens. Contacteur KM2, deuxième sens. Relais thermique F1. Le moteur asynchrone triphasé M3. Fonctionnement. Une action sur le bouton poussoir S1 excite la bobine KM1 ce qui provoque son auto-alimentation. Le verrouillage du contacteur KM1. Alimentation du moteur et son démarrage dans un sens de rotation. Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM1, le moteur s'arrête. Une action sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM2 ce qui provoque son auto-alimentation. Le verrouillage du contacteur KM2. Alimentation du moteur et son démarrage dans un sens de rotation. Astérisque. Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM2, le moteur s'arrête. 2. Schéma de commande. 3. Schéma des borniers. 4. Schéma d'exemple d'implantation. 5. Comment choisir les matériels. Le choix des appareillages est principalement réalisé en fonction du moteur. Il faudra calculer le courant qui traversera les appareillages en cherchant le courant nominal du moteur, ou bien en utilisant sa puissance utile. Dans ce cas, il faut diviser cette puissance par le rendement du moteur et utiliser la formule. Une fois le courant calculé, il ne reste plus qu'à choisir dans un catalogue le contacteur, et ses auxiliaires, le relais thermique. Il faut aussi dimensionner le transformateur en fonction de la puissance nécessaire en additionnant les courants d'appel du contacteur et les voyants. Il suffit alors d'utiliser la formule. Une fois la puissance du transformateur choisie, il faut calculer les fusibles en conséquence, toujours en utilisant la formule. Les fusibles seront du type AM au primaire, GI au secondaire. En dernier lieu, on pourra calculer le calibre des fusibles du sectionneur. Démarrage direct moteur asynchrone à deux sens de rotation. Composant schéma de commande. Transformateur. Disjoncteur bipolaire. Contact NF de relais thermique F1. Bouton poussoir NF S1.
Bouton poussoir NOS2. Bobine KM1. Contact NO de KM1, 13 à 14. Bouton poussoir NOS3. Bobine KM2. KM, composant schéma de puissance. -3 linge de phase. Fusible sectionneur tri Q1. Contacteur KM1, premier sens. Contacteur KM2, deuxième sens. Relais thermique F1. Le moteur asynchrone triphasé M3. Fonctionnement. Une action sur le bouton poussoir S1 excite la bobine KM1, ce qui provoque son auto-alimentation. Le verrouillage du contacteur KM1. Alimentation du moteur et son démarrage dans un sens de rotation. Fonctionnement. L'appui sur le bouton poussoir S1 entraîne l'alimentation de la bobine du contacteur KM1 qui ferme les contacts de puissance. Les bornes U1, V1 et W1 du moteur sont respectivement alimentées par les phases L1, L2, L3. Le moteur tourne dans le sens avant, sens horaire. Une action sur le bouton poussoir S0 entraîne l'arrêt du moteur. Si on appuie sur le bouton poussoir S2, le contacteur KM2 est mis sous tension, U1 est relié à L1, V1 est relié à L3 et W1 est relié à L2, le moteur est alimenté, mais deux phases sont inversées. Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM1, le moteur s'arrête. Une action sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM2, ce qui provoque son auto-alimentation. Le verrouillage du contacteur KM2. Alimentation du moteur et son démarrage dans L'' autre un sens de rotation. Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM2, le moteur s'arrête.
Bonjour à tous, Othman Gabardi vous présente chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite démarrage direct moteur 200 de rotation. Les schémas suivants permettent d'alimenter un moteur asynchrone triphasé directement sur le réseau. Le moteur est commandé par un bouton marche avant, un bouton marche arrière et un bouton d'arrêt. L'arrêt est prioritaire. Le schéma de puissance est constitué principalement d'un sectionneur, de 2 contacteurs équipés d'interverrouillage et d'un relais thermique. Dans le cas d'une partie commande en basse tension comme montré sur le schéma de commande, il faut ajouter un transformateur, mono 230 volts ou mono 400 volts, et ses protections. Ce montage est aussi équipé de voyants optionnels. Schéma de puissance. Schéma de commande. Schéma des borniers. Schéma d'exemple d'implantation. Comment choisir les matériels. 1. Schéma de puissance. 2. Schéma de commande. 3. Schéma des borniers. 4. Schéma d'exemple d'implantation. 5. Comment choisir les matériels. Le choix des appareillages est principalement réalisé en fonction du moteur. Il faudra calculer le courant qui traversera les appareillages en cherchant le courant nominal du moteur, ou bien en utilisant sa puissance utile. Dans ce cas, il faut diviser cette puissance par le rendement du moteur et utiliser la formule. En fonction de la charge à entraîner, on peut être amené à agir sur les 3. Grandeur couple, courant et temps de démarrage, afin d'éviter les à-coups sur la charge, les surintensités trop importantes qui perturbent le réseau ou la sollicitation des pièces mécaniques qui peut entraîner une usure prématurée. On démarre donc les moteurs de façon à limiter ces inconvénients. Le démarrage direct est utilisé pour les moteurs de petite puissance, faible pointe d'intensité haut. Démarrage. Les démarreurs, étoile triangle, par élimination de résistance statorique ou progressif, sont utilisés pour limiter le courant ou les contraintes de démarrage des moteurs asynchrones à cage. Composants schéma de commande, transformateur, disjoncteur bipolaire, contact NF de relais thermique F1, bouton poussoir NFS1, bouton poussoir NOS2, bobine KMK-M1, contact NO de KM1, 13 à 14, bouton poussoir NOS3, bobine KMK-M2, schéma de commande, schéma des borniers. Schéma d'exemple d'implantation. Comment choisir les matériels. Contact NO de KM2, 13 à 14. Composants schéma de puissance. -3 linge de phase. Fusible sectionneur tri. Contacteur KM1, premier sens. Contacteur KM2, deuxième sens. Relais thermique F1. Le moteur asynchrone triphasé M3. Fonctionnement. Une action sur le bouton poussoir S1 excite la bobine KM1 ce qui provoque son auto-alimentation. Le verrouillage du contacteur KM1. Alimentation du moteur et son démarrage dans un sens de rotation. Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM1, le moteur s'arrête. Une action sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM2 ce qui provoque son auto-alimentation. Le verrouillage du contacteur KM2. Alimentation du moteur et son démarrage dans un sens de rotation. Astérisque. Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM2, le moteur s'arrête. 2. Schéma de commande. 3. Schéma des borniers. 4. Schéma d'exemple d'implantation. 5. Comment choisir les matériels. Le choix des appareillages est principalement réalisé en fonction du moteur. Il faudra calculer le courant qui traversera les appareillages en cherchant le courant nominal du moteur, ou bien en utilisant sa puissance utile. Dans ce cas, il faut diviser cette puissance par le rendement du moteur et utiliser la formule. Une fois le courant calculé, il ne reste plus qu'à choisir dans un catalogue le contacteur, et ses auxiliaires, le relais thermique. Il faut aussi dimensionner le transformateur en fonction de la puissance nécessaire en additionnant les courants d'appel du contacteur et les voyants.
Il suffit alors d'utiliser la formule. Une fois la puissance du transformateur choisie, il faut calculer les fusibles en conséquence, toujours en utilisant la formule. Les fusibles seront du type AM au primaire, GI au secondaire. En dernier lieu, on pourra calculer le calibre des fusibles du sectionneur. Démarrage direct moteur asynchrone à deux sens de rotation. Composant schéma de commande. Transformateur. Disjoncteur bipolaire. Contact NF de relais thermique F1. Bouton poussoir NF S1. Bouton poussoir NO S2. Bobine KMK M1. Contact NO de K M1, 13 à 14. Bouton poussoir NO S3. Bobine KMK M2. KM, composant schéma de puissance. -3 linges de phase. Fusible sectionneur tri Q1. Contacteur KM1, premier sens. Contacteur KM2, deuxième sens. Relais thermique F1. Le moteur asynchrone triphasé M3. Fonctionnement. Une action sur le bouton poussoir S1 excite la bobine K M1, ce qui provoque son auto-alimentation. Le verrouillage du contacteur KM1. Alimentation du moteur et son démarrage dans un sens de rotation. Fonctionnement. L'appui sur le bouton poussoir S1 entraîne l'alimentation de la bobine du contacteur KM1 qui ferme les contacts de puissance. Les bornes U1, V1 et W1 du moteur sont respectivement alimentées par les phases L1, L2, L3. Le moteur tourne dans le sens avant, sens horaire. Une action sur le bouton poussoir S0 entraîne l'arrêt du moteur. Si on appuie sur le bouton poussoir S2, le contacteur KM2 est mis sous tension, U1 est relié à L1, V1 est relié à L3 et W1 est relié à L2, le moteur est alimenté, mais deux phases sont inversées. Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM1, le moteur s'arrête. Une action sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM2, ce qui provoque son auto-alimentation. Le verrouillage du contacteur KM2. Alimentation du moteur et son démarrage dans L' autre un sens de rotation. Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM2, le moteur s'arrête. Bonjour à tous, Othman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite les procédés de démarrage des moteurs asynchrones triphasés, le branchement du moteur, les avantages et les inconvénients de chaque procédé. Démarrage rotorique, un sens de temps. Fonctionnement de montage. Cet article traite démarrage rotorique, chronoampère métrique, 4 temps. Fonctionnement.
Mis à part le démarrage direct, les différents procédés de démarrage ont pour objectif fondamental de limiter l'intensité absorbée tout en maintenant les performances mécaniques de l'ensemble, moteur-machine entraîné, conforme au cahier des charges. Les procédés qu'on va traiter sont les suivants. Démarrage direct, démarrage étoile-triangle, démarrage par résistance statorique, démarrage par résistance rotorique, démarrage avec démarreur électronique, un démarrage direct. Pour réaliser un départ moteur de façon correcte, il faut assurer les fonctions suivantes. Isoler, c'est le rôle du sectionneur. Protéger la puissance contre les courts-circuits, pour cela on utilise des cartouches fusibles de type AM. Commander l'arrivée de l'énergie au moteur, c'est le rôle du contacteur. Protéger le moteur contre les surcharges, fonction assurée par le relais thermique. Schéma. La surintensité au moment du démarrage peut être de 4 et 8 fois l'intensité nominale, ID égale 4 à 8 in. Au moment du démarrage, le couple moteur est en moyenne de 1,5 à 2 fois le couple nominal. Avantage. Simplicité de l'appareillage. Couple important. Temps de démarrage court. Inconvénient. Appel du courant important. Démarrage brutal. Démarrage direct avec 200 de rotation. Pour changer le sens de rotation d'un moteur asynchrone triphasé, il faut inverser 2 des 3 phases du circuit d'alimentation. La surintensité au moment du démarrage peut être de 4 et 8 fois l'intensité nominale, ID égale 4 à 8 in. Au moment du démarrage, le couple moteur est en moyenne de 1,5 à 2 fois le couple nominal. 2 démarrages étoile-triangle. Le principe du démarrage étoile-triangle consiste à sous-alimenter le moteur durant presque toute la durée du démarrage en le couplant en étoile. Il faut donc utiliser un moteur normalement couplé en triangle et dont toutes les extrémités d'enroulement sont sorties sur la plaque à borne. Exemple, sur un réseau 234 centième V, il faut donc utiliser un moteur 400-660e V. Utilisation du démarrage étoile-triangle, machine démarrant à vide, démarrage rotorique, un sens de temps. Fonctionnement de montage. Une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1, ce qui provoque son auto-alimentation. Alimentation. Le stator du moteur qui démarre avec la résistance triphasée R1 dans le circuit du rotor premier temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM1 se ferme et excite la bobine KM2, la résistance triphasée R1 est shintée, deuxième temps. Le moteur est alors alimenté sous sa tension nominale et le démarrage est terminé. Composant schéma de commande. Transformateur. Disjoncteur bipolaire Q3. Contact NF de relais thermique F1. Bouton poussoir NFS1. Bouton poussoir NOS2. Bobine KM1. Bobine KM2. Contact NO de KM1, 13 à 14. Relais temporisé 5SNO, fixé sur le contacteur KM1. H1, fonction de la bobine KM1. H2, signifie l'absence ou la présence de courant. H3, signifie le fonction de relais thermique. Composant schéma de puissance. -3 linge de phase. Fusible sectionneur Q2. Disjoncteur tripolaire Q1. Contacteur KM2, démarrage sans résistance. Relais thermique F1. Résistance triphasée R2. Moteur asynchrone avec rotor bobiné M1. Fonctionnement de montage. Une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1, ce qui provoque son auto-alimentation. Alimentation. Le stator du moteur qui démarre avec la résistance triphasée R1 dans le circuit du rotor premier temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM1 se ferme et excite la bobine KM2, la résistance triphasée R1 est shintée, deuxième temps. Le moteur est alors alimenté sous sa tension nominale et le démarrage est terminé. Remarque. Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM2 et de KM1, le moteur s'arrête. Cet article traite démarrage rotorique, chronoampère métrique, 4 temps.
Fonctionnement de montage. Une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine K1, ce qui provoque son auto-alimentation. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de K5 se ferme et excite la bobine KM1. Alimente le stator du moteur qui démarre avec les résistances triphasées R2 et R1 et R4 dans le circuit du rotor premier temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM2 se ferme et excite la bobine KM2, la résistance triphasée R4 est shantée, deuxième temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM3 se ferme et excite la bobine KM3, la résistance triphasée R1 est shantée, troisième temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM4 se ferme et excite la bobine KM4, la résistance triphasée R2 est shantée, troisième temps. Le démarrage du moteur est alors terminé. Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique, F1, désexcite toutes les bobines et le moteur s'arrête. Composant schéma de commande, transformateur, disjoncteur bipolaire Q3. Contact NF de relais thermique F1. Contact NO de relais thermique F1 pour la signalisation. Bouton poussoir NF S1. Bouton poussoir NO S2. Contact NO de K1, 13 à 14. Bobine K1. Contact NO de KM2, 13 à 14. Bobine KM1. Bobine KM2. Bobine KM3. Bobine KM4. Deux contacts NO de KM1 et KM2 pour la commande de leçon de démarrage. Deux relais temporisés, NO, fixés sur le contacteur KM4 et un autre fixé sur KM5. H1, fonction de la bobine KM1. H2, signifie l'absence ou la présence de courant. H3, signifie le fonction de relais thermique. Composant schéma de puissance. 3 linges de phase. Fusible sectionneur Q2. Disjoncteur tripolaire Q1. Discontacteur première tempest KM1. Discontacteur deuxième temps KM2. Contacteur 3 troisième temps KM3. Contacteur quatrième temps KM4. Relais thermique F1. Résistance triphasée R2. Résistance triphasée R1. Résistance triphasée R4. Moteur asynchrone avec rotor bobiné M3. Bonjour à tous, Othman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, démarrage rotorique, chronoampère métrique 4 temps, et électricité, industrielle. Cet article traite, démarrage rotorique 2 sens 3 temps, démarrage rotorique 1 sens de temps. Fonctionnement de montage, une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1 ce qui provoque son auto-alimentation. Alimentation le stator du moteur qui démarre avec la résistance triphasée R1 dans le circuit du rotor premier temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM1 se ferme et excite la bobine KM2, la résistance triphasée R1 est shantée, deuxième temps. Le moteur est alors alimenté sous sa tension nominale et le démarrage est terminé. Composant schéma de commande, transformateur, disjoncteur bipolaire Q3, contact NF de relais thermique F1, bouton poussoir NF S1, bouton poussoir NOS 2, bobine KM1, bobine KM2, contact NO de KM1, 13 à 14. Relais temporisé 5S NO, fixé sur le contacteur KM1. H1, fonction de la bobine KM1. H2, signifie l'absence ou la présence de courant. H3, signifie le fonction de relais thermique. Composant schéma de puissance, -3 linges de phase. Fusible sectionneur Q2. Disjoncteur tripolaire Q1. Contacteur KM2, démarrage sans résistance. Relais thermique F1. Résistance triphasée R2. Moteur asynchrone avec rotor bobiné M1.
Fonctionnement de montage. Astérisque une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1 ce qui provoque son auto-alimentation. Alimentation le stator du moteur qui démarre avec la résistance triphasée R1 dans le circuit du rotor premier temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM1 se ferme et excite la bobine KM2, la résistance triphasée R1 est shintée, deuxième temps. Le moteur est alors alimenté sous sa tension nominale et le démarrage est terminé. Remarque. Astérisque une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM2 et de KM1, le moteur s'arrête. Bonjour à tous, Othman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, démarrage rotorique de sens 3 temps. Fonctionnement de montage. Une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1 ce qui provoque son auto-alimentation. Alimente le stator du moteur qui démarre avec les résistances triphasées R2 et R1 dans le circuit du rotor premier temps. Alimente la bobine du relais KM5. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM5 se ferme et excite la bobine KM4, la résistance triphasée R1 est shintée, deuxième temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM4 se ferme et excite la bobine KM3, la résistance triphasée R1 est shintée, troisième temps. Le démarrage du moteur est alors terminé. Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 désexcite toutes les bobines et le moteur s'arrête. Une action sur le bouton poussoir S3 excite la bobine KM2 qui nous donne la même cycle décrit précédemment mais le moteur tourne dans le sens contraire. Car il y a eu inversion de 2 phases du circuit de puissance. Composant schéma de commande, transformateur 230 à 24 volts. Disjoncteur bipolaire Q3. Contact NF de relais thermique F1. Contact NO de relais thermique F1 pour la signalisation. Bouton poussoir NFS1. Bouton poussoir NOS2. Bouton poussoir NOS3. Contact NO de KM1 13 à 14. Contact NO de KM2 13 à 14. Bobine KM1, bobine KM2, bobine KM3, bobine KM4, bobine KM5. 2 contacts NO de KM1 et KM2 pour la commande de leçon de démarrage. 2 relais temporisés NO fixés sur le contacteur KM4 et un autre fixé sur KM5. H4 fonction de la bobine KM2. H1 fonction de la bobine KM4. H2 signifie l'absence ou la présence de courant. H3 signifie le fonction de relais thermique. Composant schéma de puissance. Linge de phase. Fusible sectionneur Q2. Disjoncteur tripolaire Q1. Discontacteur marche avant KM1. Discontacteur marche arrière KM2. Contacteur deuxième temps KM3. Relais thermique F1. Résistance triphasée R2. Résistance triphasée R1. Discontacteur KM3 troisième temps. Discontacteur KM4 deuxième temps. Moteur asynchrone avec rotor bobiné M1. Remarque, les discontacteurs KM1 et KM2 ont verrouillé électriquement et mécaniquement afin d'éviter les courts-circuits entre phases. Bonjour à tous, Othman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, démarrage rotorique chronoampère métrique 4 temps. Fonctionnement de montage. Une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KA1 ce qui provoque son auto-alimentation. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KA5 se ferme et excite la bobine KM1. Alimente le stator du moteur qui démarre avec les résistances triphasées R2 et R1 et R4 dans le circuit du rotor premier temps.
Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM2 se ferme et excite la bobine KM2, la résistance triphasée R4 est shuntée, deuxième temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM3 se ferme et excite la bobine KM3, la résistance triphasée R1 est shuntée, troisième temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM4 se ferme et excite la bobine KM4, la résistance triphasée R2 est shuntée, troisième temps. Le démarrage du moteur est alors terminé. Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 désexcite toutes les bobines et le moteur s'arrête. Composant schéma de commande, transformateur, disjoncteur bipolaire Q3. Contact NF de relais thermique F1. Contact NO de relais thermique F1 pour la signalisation. Bouton poussoir NF S1. Bouton poussoir NO S2. Contact NO de KA1, 13 à 14. Bobine KA1. Contact NO de KM2, 13 à 14. Bobine KM1. Bobine KM2. Bobine KM3. Bobine KM4. 2 contacts NO de KM1 et KM2 pour la commande de leçon de démarrage. 2 relais temporisés, NO, fixés sur le contacteur KM4 et un autre fixé sur KM5. H1, fonction de la bobine KM1. H2, signifie l'absence ou la présence de courant. H3, signifie le fonction de relais thermique. Composant schéma de puissance. 3 linges de phase. Fusible sectionneur Q2. Disjoncteur tripolaire Q1. Discontacteur première tempest KM1. Discontacteur deuxième temps KM2. Contacteur 3 troisième temps KM3. Contacteur quatrième temps KM4. Relais thermique F1. Résistance triphasée R2. Résistance triphasée R1. Résistance triphasée R4. Moteur asynchrone avec rotor bobiné M3.